Bonsoir monsieur, j'espère que vous allez bien. Alors je vais quand même commencer la séance en attendant l'arrivée des autres participants à la formation. Alors on s'est arrêté l'autre fois au niveau de la définition du facteur des émissions. Je ne sais pas, est-ce que déjà le son c'est bon pour le son s'il vous plaît? D'accord, c'est bon. Donc on va continuer l'explication là où on s'est arrêté l'autre fois, au niveau des facteurs ou bien la définition des facteurs des émissions. On a commencé à voir les piliers de la démarche ou bien de la méthode de bilan carbone et on a vu quelques bases en ce qui concerne euh, la base ou bien plutôt les réactions chimiques, oui, comment peut-on déduire le facteur des émissions à partir d'une réaction? Mais en tout cas, comme j'ai dit, il existe bien des facteurs d'émission standards qui sont déjà préétablis par les organismes spécialisés et que nous pouvons utiliser directement. Notamment, donc, on a pour chaque type d'énergie ou bien chaque source d'énergie, on a un coefficient que nous pouvons utiliser pour les calculs. Alors sinon, il faut faire attention parce que lorsqu'on parle des combustibles, on parle du fait qu'ils sont universels. Ça veut dire que partout dans le monde, la combustion, il est connu, donc c'est une réalité physique. Il est connu que la combustion d'une molécule de méthane, il va libérer toujours la même quantité de carbone parce que c'est de la physique tout simplement. Et partout dans le monde, on aura la même chose et les mêmes résultats. Du coup, les coefficients d'émission, ils seront stables selon le type, bien sûr, du combustible qu'on va utiliser. Donc, les combustibles, ils sont universels. Le gaz naturel, le gasoil ou bien l'essence, par exemple, ils vont suivre une réalité chimique immuable qui ne change pas, peu importe le pays, peu importe, bien sûr, l'organisme, mais l'essentiel, c'est qu'on a le même facteur d'émission pour la même source d'énergie en ce qui concerne les combustibles. Pour l'électricité, alors l'électricité, le facteur, il est local. Ça veut dire que il faut prendre en considération, comme on a expliqué pendant la séance d'hier, le mix électrique du pays. Ça veut dire d'où vient l'électricité du pays. Quelle est la source de cette électricité? Est-ce que c'est une source euh, verte, par exemple, une part de l'électricité ou bien un pourcentage d'électricité qui peut être généré par des éoliennes ou bien par de l'énergie solaire ou photovoltaïque en général. Mais on a aussi une partie qui vient toujours des énergies fossiles. Alors, le mix électrique, il va dépendre euh, du pays et de la nature, ou bien plutôt la source des énergies utilisées pour produire l'électricité du pays. Alors, le coefficient de l'électricité, il dépend du mix électrique du pays, la part de charbon, de gaz ou bien d'énergie renouvelable. Et logiquement, lorsque la source de production d'électricité dans un pays, il dépend beaucoup sur les énergies fossiles, ça veut dire que le coefficient va être plus élevé et automatiquement la quantité des gaz à effet de serre et des CO2 qui va être libérée, il va être beaucoup plus importante que pour le cas, par exemple, d'un pays qui utilise des énergies renouvelables. Alors, on a ici notamment un kilowattheure à Agadir, un kilowattheure d'énergie électrique à Agadir, il n'a pas le même impact qu'un kilowattheure à Paris ou bien à Oslo. Pourquoi? Parce que à Paris, par exemple, ou bien à Oslo, on a l'utilisation euh, de sources d'énergie qui sont renouvelables pour produire de l'électricité. Donc, la portion de cette utilisation, elle est beaucoup plus importante qu'au Maroc. Alors, automatiquement, on aura moins d'émissions en CO2 et le facteur, alors, il va changer selon le mix électrique du pays. Alors, notamment en 2024, donc ça, ce sont les projets de production voilà, de l'électricité en se basant sur l'énergie solaire et sur les éoliennes.
Au Maroc, on a bien évidemment l'une des plus grandes centrales de production de l'énergie solaire dans le monde. Alors, on a en 2024 notamment, ça c'est le mix électrique du pays. D'où viennent les sources d'énergie, euh, ou bien plutôt, quelles sont les sources d'énergie utilisées pour produire de l'électricité au Maroc en 2024? Ça veut dire que également, même dans le même pays, le mix électrique, il peut changer et évoluer selon, l'évolution du pays lui-même. Donc, vous avez le Maroc, par exemple, en 2024, il a un mix électrique. Maintenant, on a beaucoup plus avancé sur l'utilisation des énergies euh, solaires et éoliennes. Alors, automatiquement, on aura aussi une évolution en ce qui concerne le mix électrique de notre pays. Je ne sais pas, est-ce que j'ai expliqué hier la différence entre le mix énergétique et le mix électrique, mais en général, ce qui nous concerne ici, c'est le mix électrique. Ça veut dire les sources utilisées pour produire de l'électricité. Le mix énergétique, ça englobe toutes les sources d'énergie dans un pays, même si, ou bien même celles qui ne sont pas forcément utilisées pour produire l'électricité. C'est le taux, toutes les sources d'énergie d'un pays utilisées soit pour l'électricité, soit pour d'autres, bien sûr, utilisations comme le transport et ainsi de suite, la consommation des carburants et tout. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le mix électrique, d'où vient l'électricité d'un pays. Donc ça, c'est très important pour savoir comment est-ce que nous pouvons, bien sûr, euh, choisir le bon coefficient des émissions pour calculer notre bilan carbone ou bien pour calculer les émissions. Il faut faire attention toujours. Les ressources fossiles, ils sont standards parce que tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, si je prends notamment le méthane, je brûle le méthane ici, c'est la même quantité, j'utilise la même quantité du méthane, alors j'aurai produire la même quantité de CO2 partout dans le monde. C'est une réalité physique qui ne change pas. Mais pour l'électricité, il faut bien sûr prendre attention ou bien faire attention. Alors, le mix électrique actuel, notamment au Maroc, donc on a l'utilisation de 46% d'énergie verte, solaire et éolienne et hydraulique. Et on a encore une dépendance euh, la quasi-moitié donc de l'électricité provient des énergies fossiles, donc 54% principalement le charbon qui reste la base stable du réseau électrique, suivi du gaz naturel et du fioul. Et l'objectif, c'est d'atteindre 52% d'utilisation renouvelable d'ici 2030 comme objectif. Alors, on va prendre l'exemple du Maroc en ce qui concerne les facteurs d'émission. En 2024, le facteur était environ 0,6041 kg de CO2 équivalent par kilowattheure. Alors, pour produire un kilowattheure d'énergie électrique, on va libérer cette quantité, donc 0,644 kg de CO2 équivalent. Ça veut dire que si je consomme euh, une quantité d'électricité, par exemple, durant le bilan énergétique de notre organisme, on a la facture énergétique totale de consommation d'électricité, bien sûr, je parle ici uniquement de l'électricité que j'achète de chez l'ONE ou bien de chez l'État en général. Donc, j'achète de l'électricité, je ne la produis pas, par exemple, en utilisant le photovoltaïque ou bien en utilisant des panneaux solaires à mon entreprise. Donc, je vais faire l'inventaire de toute l'électricité achetée en se basant sur les factures de l'ONE ou bien peu importe le pays du bureau qui fournit l'électricité. Et puis, je multiplie par le coefficient, bien le facteur d'émission, pour savoir combien de CO2. C'est pas moi qui génère directement le CO2, c'est la notion des scopes aussi, mais c'est du CO2 qui provient euh, d'une activité qui génère l'électricité que moi je vais consommer. C'est pourquoi l'efficacité énergétique elle est très importante
Et le fait de réduire sa facture d'électricité, c'est l'un des grands piliers qui permettent de voilà, de rentrer ou bien de se mettre sur une bonne démarche verte pour produire moins de CO2. En 2026, alors selon les projections et l'intégration de nouveaux parcs, on utilise souvent une valeur pivot entre 0,6 et 0,65 de CO2 par kilowattheure pour les audits. Donc, en général, on peut prendre une valeur entre 0,6 et 0,65, parfois même 0,7 comme coefficient. L'essentiel, ça va dépendre du moment T dont on fait le calcul. Il faut consulter les nouveautés publiées par les organismes voilà, étatiques ou scientifiques crédibles pour choisir donc ou bien pour prendre le coefficient qui décline du mix électrique du pays au moment T du calcul. Alors sinon, grâce en tout cas à l'augmentation du solaire et de l'éolien, l'intensité carbone du Maroc en kilowattheure, donc il baisse, elle est en baisse constante. Euh, voilà, donc on peut dire que on évolue quand même un petit peu plus. Donc vous avez ici aujourd'hui une petite comparaison entre le Maroc et la France. On a à peu près 0,65 kg de CO2 équivalent par kilowattheure. Par contre, en France, par exemple, qui utilise beaucoup plus le nucléaire et les énergies renouvelables pour produire de l'électricité, alors là, on parle plutôt de 0,05 kg de CO2 équivalent par kilowattheure. Alors, on voit la différence et on voit aussi l'importance en tout cas, de choisir le bon coefficient du pays. Donc, comme ça, on ne va pas fausser les résultats vers la fin. Alors, comme conclusion, le poids du carbone de l'électricité marocaine est environ, comme vous voyez, 13 fois plus élevé qu'en France. Alors pour cela, il est indispensable, selon votre pays, d'utiliser le coefficient spécifique et non pas, par exemple, même si, par exemple, j'achète un logiciel français ou bien j'achète des tableurs Excel, donc il faut faire attention, il faut changer les coefficients pour le mix électrique. Alors dans ce cas, on a deux scénarios qui se présentent. Vous avez, par exemple, le premier scénario, le scénario A, une entreprise qui achète 100% de son courant électrique à l'ONE. Par exemple, on n'a pas le choix, donc on a besoin d'électricité, on n'a pas les moyens pour installer des panneaux solaires pour faire fonctionner nos machines et pour produire toujours, voilà, ou bien rester toujours en activité. Donc, on achète par exemple 100% de notre courant électrique de l'État. Alors, dans ce cas, ou bien des entreprises publiques qui fournissent ce service d'électricité. Alors, dans ce cas, l'entreprise utilise le mix électrique national selon, bien sûr, l'année, selon l'instant T du calcul. Dans ce cas, on va prendre la valeur moyenne, 0,65 kg de CO2 équivalent par kilowattheure. Alors, par exemple, c'est un hôtel qui achète 100% voilà, de sa dépendance électrique du réseau ONE. Ça veut dire qu'on fait l'inventaire, on calcule combien d'électricité on consomme et pour la production, s'il s'agit par exemple d'une usine, et pour la production et pour les bureaux, par exemple, l'éclairage, le fonctionnement des machines, des PC et ainsi de suite. Alors, dans ce cas, par exemple, si on prend le cas d'un hôtel, on a, peu importe, donc ça c'est un exemple, 10 000 kilowattheures d'électricité achetée de l'ONE ou bien utilisée par raccordement à un réseau public. On va utiliser le facteur d'émission, le mix national, on multiplie et on va se retrouver avec à peu près donc une estimation de 6,5 tonnes de CO2 équivalent qui va être
bien sûr, évacuées ou bien émises vers la nature pour satisfaire le besoin de cet hôtel. Alors là, on va comprendre un petit peu déjà ce qu'on appelle les scopes ou bien les catégories. Scoop 1, 2, 3 et tout. Donc là, même si ce n'est pas moi directement qui va générer les émissions en CO2, mais le fait d'utiliser cette énergie électrique et de consommer cette énergie électrique, alors ça encourage euh, voilà, les émissions en CO2 parce que j'ai besoin de plus, alors on va produire plus d'électricité, on va aussi polluer plus. Alors cet établissement, il n'a pas de panneau solaire, donc il va consommer 10 000 kWh par mois, par exemple la climatisation, l'éclairage qui proviennent entièrement du réseau électrique marocain. Alors ici, l'entreprise, il va subir le mix électrique du pays, ou bien l'organisme, il va subir, pardon, le mix électrique du pays. Et sa seule marge de manœuvre, je peux dire, pour réduire son bilan, c'est de réduire la consommation. C'est ce qu'on appelle la sobriété. Par exemple, si vous êtes consultant et vous avez un organisme qui n'a pas le choix, donc il utilise de l'électricité, il n'a pas le choix. Il ne peut pas installer des panneaux ou utiliser des énergies renouvelables. Alors le conseil, ça va être la sobriété, la réduction de la consommation électrique par l'utilisation d'une démarche d'efficacité énergétique en minimisant l'utilisation de l'électricité par des bonnes pratiques de base comme par exemple favoriser l'éclairage naturel durant la journée, installer par exemple des capteurs de présence pour que la lumière s'éteigne lorsque la personne quitte la pièce. Donc des petites bonnes pratiques qui permettent de faire des énergies. Mais maintenant, vous voyez où j'essaye d'aller. Donc, vous allez poser la question, et si un organisme a déjà installé des panneaux solaires ou bien utilise un moyen voilà, d'énergie renouvelable pour produire l'électricité sur les locaux de son entreprise. Alors, ça, c'est par défaut. Donc, par défaut, on utilise toujours le mix électrique national du pays. Mais si une entreprise fait l'effort, par exemple, d'installer du renouvelable ou bien d'acheter un contrat d'énergie verte spécifique, notamment, on va utiliser une énergie euh, éolienne ou autre. Donc, il a le droit aussi de bénéficier ou bien de calculer son propre facteur d'émission. Alors là aussi, c'est le travail du responsable, ou bien de l'ingénieur, ou bien du consultant. Ça va dépendre de votre positionnement, mais ça entre aussi dans vos missions futures, dans le cadre du calcul d'un bilan carbone d'aider l'organisme à calculer, à en faire sortir son propre facteur d'émission. Ça veut dire, euh, voilà, pour baisser son bilan carbone, parce que c'est pas logique d'utiliser le mix électrique du pays, alors que je produis déjà une partie d'électricité verte pour moi-même, pour mon usage interne de l'organisme, alors il va baisser et réduire le bilan carbone du pays. Dans ce cas, on ne peut pas utiliser entièrement le mix électrique du pays, mais on doit calculer notre propre mix, notre propre plutôt coefficient d'émission. Pour le cas d'électricité, bien sûr. Alors, le scénario B, c'est que l'entreprise ou bien l'organisme produit une partie, bien sûr, c'est pas, on ne peut pas produire entièrement notre besoin énergétique, électrique, mais on va produire notre propre énergie par autoconsommation. Si l'entreprise, notamment, dans ce cas, installe euh, des panneaux photovoltaïques sur son toit ou bien il possède une éolienne, on ne sait jamais, et il utilise son propre mix électrique pour la part d'énergie qu'il va produire. Ça veut dire qu'il va calculer les pourcentages de son propre mix électrique. Alors, le coefficient pour cette part solaire est alors proche de 0 CO2 équivalent par kilowattheure. Donc, théoriquement, qu'est-ce qu'on va faire? On a une partie d'électricité qu'on va acheter. Alors, pour cette partie, ce pourcentage, on va utiliser le coefficient du pays, le facteur des émissions du pays.
Et pour le pourcentage qui reste, qui est généré par les photovoltaïques, théoriquement, je dis, ça s'approche de zéro parce que théoriquement, les panneaux photovoltaïques, ils ne vont pas émettre de CO2. Donc, ils vont produire de l'énergie propre. On ne compte donc, voilà, euh, on peut dire que dans un premier lieu, on a 0 kg théoriquement de CO2. Par contre, il faut quand même prendre en considération euh, la fabrication des panneaux. Donc, ces panneaux que j'ai achetés, que j'ai installés, c'est un produit acheté. Ça veut dire que ce produit, il a été chez un fournisseur il a été passé par des étapes de fabrication. Donc, il y aura quand même une quantité de CO2 qui va être générée par le processus de fabrication de ces panneaux. Donc, on ne peut pas prendre le zéro entièrement, mais on va prendre en général, selon l'ADME, on va prendre pour le coefficient de l'énergie photovoltaïque 0,04 kg par CO2, de CO2 équivalent par kilowattheure généré d'électricité photovoltaïque. Donc comme ça, on ne va pas négliger aussi le CO2 qui va être libéré durant le processus de fabrication des panneaux. Donc je dis que théoriquement c'est zéro, mais quand même il y a une petite partie qu'il faut prendre en compte. Donc, selon l'ADME, c'est environ 0,04 kg qui est le facteur d'émission. Donc, vous voyez, ici, ce n'est pas la totalité de l'énergie électrique de l'organisme. Donc, on ne va pas appliquer le même coefficient pour la totalité de l'énergie, mais on va appliquer un coefficient pour, euh, voilà, du pays pour l'électricité achetée. Mais pour la deuxième partie, donc, on va utiliser un coefficient qui est bien sûr euh, voilà, utilisable. Oui, la production, la fourniture, le transport. Donc, généralement, le coefficient, si je prends le coefficient de l'ADME, par exemple, ils ont déjà pris en compte ces éléments-là pour calculer enfin le coefficient qui est 0,04 kg de CO2 équivalent par kilowattheure. Effectivement, il y a aussi le transport et la fourniture de ces panneaux. Donc, ça entre également dans ce coefficient. C'est pourquoi on ne peut pas prendre la valeur théorique qui est normalement zéro. Si je vois uniquement le côté euh, génération de l'électricité, je peux dire que ça ne libère aucune euh, voilà, nuisance pour, voilà, je dirais, pour l'atmosphère. Mais maintenant, je parle de tout ce qui est fabrication, transport également, vous avez raison, fourniture. Donc, tout ça, ça génère du CO2. Il faut donc le prendre en considération. Alors, sinon, euh, on va prendre le cas, par exemple, d'une usine d'export qui utilise un mix solaire avec le réseau. Donc, on a une source d'énergie électrique qui est mixte. Notamment, on a pour la consommation totale, on a toujours 10 000 kWh, mais cette usine a installé euh, des panneaux solaires pour produire de l'énergie photovoltaïque. Il va produire 4000, supposons 4000 kWh par mois, utilisés directement par l'usine. Alors, le reste, qui est 6000 kWh par mois, elle est achetée de chez le réseau local euh, national. Donc là, vous voyez qu'on a un mix électrique qui est mixte. Ça veut dire des sources d'énergie électrique qui sont, qui sont différentes. Alors, la première étape pour euh, faire le bon calcul, c'est qu'on va identifier d'abord les facteurs d'émission qu'on va utiliser. Alors, pour ce calcul, on va utiliser deux coefficients distincts. Bien sûr, le facteur d'émission pour le réseau marocain OAINE. Donc, on a pris ici 0,65 kg comme voilà, valeur moyenne. Et pour le solaire, l'autoconsommation, on a pris 0,05 kg de CO2 équivalent. Parfois, on peut trouver quelques nuances en ce qui concerne les valeurs. Comme j'ai dit, il faut s'assurer de l'année, de calcul et tout. Mais généralement, ça reste des valeurs qui sont un petit peu
proches les unes des autres. Alors, on audite carbone parce que pour calculer le bilan, il faut faire l'audit énergétique pour savoir la consommation énergétique. Et en audit carbone, on ne peut pas se concentrer, ou bien plutôt, on ne peut pas dire que le solaire est propre à 100%, euh, pour ne pas ignorer donc la pollution générée, comme on a dit, par la fabrication des panneaux. Euh, donc, c'est une valeur en tout cas de référence parce que euh, pour savoir quel est le coefficient d'un produit, le coefficient des émissions d'un produit, il y a les études des analyses de cycle de vie. Et dans les analyses de cycle de vie, l'ACV du photovoltaïque, généralement, c'est entre 0,05 et 0,04. D'accord? Donc, c'est l'analyse de cycle de vie qui permet d'élaborer aussi ou bien de calculer un facteur d'émission d'un produit. Donc, généralement, même par exemple, si vous avez un fournisseur qui vous fournit un produit, et ce produit, vous l'utilisez pour encore produire votre produit. Donc, pour vous, le produit du fournisseur, c'est un produit intermédiaire. Si le fournisseur applique une démarche d'analyse de cycle de vie, il calcule les émissions carbone associées aux étapes de fabrication de son propre produit, alors il peut vous fournir directement le coefficient d'émission et vous allez l'intégrer dans votre propre bilan carbone. D'accord? Mais si il ne le fait pas, il ne fait pas, par exemple, une analyse de cycle de vie, il ne peut pas vous donner cette information. Alors là, vous prenez pour ce produit semi-fini que vous allez intégrer dans votre propre produit ou bien service, vous allez prendre les valeurs génériques et les valeurs qui sont publiées par les organismes internationaux ou nationaux. Donc, par exemple, vous pouvez consulter la source officielle, la base des empreintes, la base empreinte de l'ADME, euh, qui donne donc un facteur d'émission pour le photovoltaïque qui varie entre 0,043 et 0,055, parce que c'est toujours des estimations, mais on peut retenir, par exemple, dans notre exemple ici, 0,05 qui sera donc une valeur moyenne. Et pour plus de vigilance, en tout cas, on peut l'utiliser pour les calculs. Alors, sinon, euh, j'aurais aussi dire que, voilà, donc c'est ça. Donc, on a pris en considération, parce que bon, quand on parle, s'il vous plaît, des photovoltaïques, euh, on va acheter des panneaux solaires, ça veut dire que ça, c'est le scope 3. C'est des marchandises ou bien des fournitures achetées auprès d'un fournisseur. Donc, on doit comptabiliser ça dans le bilan carbone. Chez le fournisseur, il a fait de l'extraction. Donc, on a besoin d'énergie pour extraire le silicium du sable et pour extraire le silicium des métaux qui est donc la matière utilisée pour fabriquer des panneaux solaires. Alors, quand on consomme de l'énergie, on a compris maintenant qu'il y aura des émissions. Pour la fabrication aussi dans l'usine, on utilise de l'énergie pour fondre le silicium à une très haute température, donc il y a aussi des émissions. Pour le transport, donc pour faire par exemple l'acheminement des panneaux par des bateaux, par des camions jusqu'au Maroc, jusqu'à la ville où on est. Et puis, où nous avons l'installation, voilà, les structures en aluminium, le câblage. Alors, on a, par analyse de cycle de vie, on va aboutir à un calcul d'un coefficient qui est bas si on le compare avec les autres, mais quand même qui n'est pas zéro en tout cas. Alors, la deuxième étape, c'est le calcul tout simplement des émissions par source. Alors là, on va décomposer, contrairement à l'exemple de tout à l'heure de l'hôtel, là, on va décomposer selon la source d'énergie. Alors, pour les 6000 fournis par l'ONE, on a 0,65 comme coefficient. Donc, on va se retrouver avec 3900 kg de CO2 équivalent. Sinon, pour le solaire, on a 4000 kWh, donc on va trouver 200 kg. Vous voyez la différence en tout cas. Il y aura toujours des émissions, mais c'est beaucoup plus bas par rapport donc à la consommation de l'électricité directement.
Donc, c'est parmi aussi les actions que nous pouvons utiliser pour améliorer notre empreinte carbone. Alors, le total des émissions de, mensuelles de cette usine, c'est 4100 kg de CO2 équivalent. Et bien évidemment, quand on fait ces calculs pour savoir quelle est l'émission, quelle est la quantité des émissions mensuelles et annuelles, ce n'est pas juste pour faire le calcul, quoi. Donc, c'est pour élaborer un plan d'action. Et ça va être le troisième pilier. Donc, ici, on parle euh, voilà les trois piliers, des trois piliers de la méthode. On est encore sur l'approche physique, mais le troisième pilier, c'est le fait d'élaborer un plan d'action qui permettra d'améliorer donc voilà l'empreinte carbone de notre organisme ou bien le bilan carbone de notre organisme client. Sinon, troisièmement, calcul du facteur d'émission moyen de l'usine. Nous pouvons aussi calculer un facteur d'émission moyen de l'usine. Ça veut dire qu'il peut refléter voilà, le mix énergétique de l'usine. On peut le calculer pour savoir et pour en avoir une idée. Donc, on a pour le rapport final, par exemple, vous pouvez calculer le poids carbone réel de chaque kilowattheure consommé. Parce qu'on a besoin, en tout cas, d'une vision générale, notamment si vous êtes consultant en bilan carbone, ou bien vous avez des clients pour lesquels vous faites calculer des bilans carbone, souvent, on va vous poser la question, combien génère un seul kilowattheure consommé d'énergie dans mon organisme? Donc, vous avez besoin d'une réponse, une seule réponse standard. Par contre, tout à l'heure, on a deux facteurs d'émission. Alors, on peut calculer tout simplement un facteur d'émission moyen de l'usine qui prend en compte les deux sources d'énergie qui sont qui sont le photovoltaïque et aussi voilà, je dirais, l'énergie électrique. Alors, on a ici le facteur moyen. Il est égal aux émissions totales de l'organisme sur la consommation totale. Donc, on a ici, on a dit l'autre fois que pour le CH4, par exemple, on a pris le résultat CO2 et on l'a divisé par ce qui entre, donc la sortie sur l'entrée. On va faire le même principe. Alors ici, l'entrée, c'est la consommation, c'est 10 000 kWh comme on a vu dans l'énoncé de l'exemple. Et ici, vous avez le total des émissions que nous avons calculées, 4100 kg de CO2 équivalent. Et on se retrouve pour cette entreprise ou bien pour cette usine, ils ont un coefficient de 0,41 kg de CO2 équivalent par kilowattheure. Ça veut dire par kilowattheure, cette usine, par kilowattheure d'énergie consommée, cette usine, il génère 0,41 kg de CO2 équivalent. Dans le premier cas, on ne va pas faire ça parce que directement, on a le coefficient déjà, parce qu'on n'a que de l'électricité. Mais ici, juste pour avoir une idée générale sur pour chaque kilowattheure, l'usine qui utilise les deux sources énergétiques, il va générer combien? Alors on calcule le facteur moyen et c'est très utile pour les auditeurs ou bien pour les conseillants également. Alors sinon, euh, en général, on constate dans l'exemple que l'installation solaire a permis à cette entreprise de faire des économies énergétiques, mais aussi sur la facture énergétique, mais aussi également de diminuer le taux des émissions. On peut aussi utiliser le facteur moyen comme un indicateur de performance, un KPI. Notamment, euh, parfois, on a besoin de savoir pour chaque produit fabriqué combien est la quantité de CO2 qui va être générée pour chaque produit. Donc, un produit, pour produire par exemple un produit dans cette usine, on connaît la quantité d'énergie qu'on va consommer. Alors, je multiplie par le coefficient moyen et ça va me donner une idée sur euh, l'empreinte carbone de ce produit. D'accord? Et je peux même calculer l'empreinte carbone
d'un service, notamment grâce à ce facteur moyen. Donc, je peux l'utiliser comme un indicateur de performance qui va me donner une idée sur, voilà, par exemple, l'empreinte carbone de chaque produit fabriqué, l'empreinte carbone en général liée à l'énergie, ce qui va bien sûr être aussi un avantage compétitif pour l'export, par exemple vers l'Europe et ainsi de suite. Donc, lorsque vous montrez un facteur, bien sûr, s'il vous plaît, à ne pas oublier toujours les émissions de carbone. On ne peut pas juger sur un bilan carbone, pas dire que juste en me donnant le facteur des émissions de l'organisme, je ne peux pas dire est-ce que c'est performant ou pas, parce que ça va dépendre de la taille de l'organisme, le nombre de produits. Par exemple, imaginez qu'une société est là un facteur d'émission moyen de 0,4, mais ce facteur, c'est pour produire, par exemple, 10 tonnes de produits. Par contre, une autre usine qui a le même facteur, c'est pour produire une seule tonne de produit. C'est pas la même chose. C'est logique lorsqu'on augmente la quantité des produits ou bien lorsqu'on augmente le nombre des services, c'est logique que le facteur des émissions va être plus élevé. Mais c'est toujours proportionnel. On ne peut pas juger sans avoir une idée sur la production ou bien sûr, les autres données de cet organisme en question. Alors, en tout cas, ce calcul, les deux exemples que je viens de vous montrer, ils prouvent que l'efficacité énergétique, c'est pas question juste de consommer moins. Il ne s'agit pas uniquement de réduire sa facture énergétique, mais de consommer mieux en créant euh, notre propre mix électrique local par l'introduction des énergies qui sont voilà, considérées comme des énergies vertes. Alors sinon, voilà, on peut aussi, par exemple, exploiter, si on a, par exemple, voilà, un facteur d'émission qui est proportionnellement bien, relativement bien, on peut aussi procéder pour obtenir les labels. Je ne sais pas ce que je vous ai mentionné l'autre fois, le label carbone du produit, par exemple. Si je connais le facteur des émissions moyennes de mon produit et le facteur des émissions moyennes, et je calcule combien de CO2 émet chaque, par exemple, boîte de conserve. Donc, si on fait, par exemple, des boîtes de conserve, grâce à ce facteur, je peux savoir combien de CO2 émet la production d'une seule boîte de conserve. Alors là, ça me donne une idée sur également, je dirais, est-ce que je peux opter pour avoir des labels de produits verts qui peuvent aussi m'aider à faire de l'export ou bien attirer beaucoup plus voilà, de clients. Entre parenthèses, j'utilise le FE moyen comme indicateur de performance parce qu'il y a quand même une catégorisation. On dit que le score 0,65, donc si je calcule par exemple le facteur des émissions et je trouve 0,65, ça veut dire que l'entreprise, elle dépend totalement du réseau national. Donc ça, c'est clair, parce qu'on a une seule source d'énergie. Si j'ai un score de 0,41, alors on comprend directement, donc c'est le langage, si vous voulez, euh, standard. Donc, lorsque je vois que le score de l'organisme, il s'approche de 0,41, 0,4 à ces environs, alors automatiquement, je vais comprendre que l'entreprise a déjà commencé sa transition énergétique vers les énergies propres. Et si, par exemple, une usine me présente son propre facteur d'émission, par exemple un score 0,1, 0,2, 0,15 dans ces environs, alors automatiquement, je vais comprendre que l'entreprise ou bien l'usine, elle est presque autonome en énergie verte. Ça veut dire qu'une grande quantité de son énergie électrique, elle est produite localement. Alors, c'est un chiffre qui permet aussi d'avoir une idée sur voilà, l'organisme en question et le degré de sa dépendance sur les énergies, sur l'énergie électrique ou les énergies vertes. Voilà donc, c'est ça
les grands piliers de l'approche physique. Alors, je reviens vers la définition. On transforme des données d'activité, litres de gasoil, kilowattheure d'électricité, tonnes d'acier, ça veut dire les entrées en matière et les entrées en énergie, on les transforme en équivalent de carbone, comme on a vu, grâce aux facteurs d'émission qui sont euh, préétablis par les organismes ou bien qu'on calcule selon le mix électrique de notre établissement. Donc, c'est ça toute l'utilité de cette approche-là. Alors, toujours, s'il vous plaît, je vous rappelle les sources des coefficients parce que c'est pas toujours évident. Donc, je rappelle le GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, vous pouvez consulter leur site web pour chercher, par exemple, les coefficients des émissions de certaines sources d'énergie fossile. L'ADEME toujours, donc la base des empreintes. L'OINE au Maroc également, donc qui définit le mix électrique annuel du pays et vous donne donc voilà le coefficient directement. Et le GHG protocole, qui est le standard international qui définit la méthodologie de calcul pour les entreprises. Donc ça, c'est entre parenthèses, parce que dans les autres sessions de formation, il y avait beaucoup cette question, où peut-on trouver ces coefficients qui sont fiables surtout et que nous pouvons utiliser avec, voilà, donc avec plus de crédibilité. Sinon, le troisième pilier de la méthode, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la construction d'un plan d'action. Alors, pour l'instant, on va se concentrer dans les séances à venir sur la partie mesure, sur la partie calcul. Donc, comment obtenir déjà les chiffres? Des chiffres qui sont justes, qui sont corrects. Mais on va garder en tête que tout ce travail de calcul en général, il n'a qu'un seul but. C'est pour donner, en tout cas, un plan d'action, pour élaborer un plan d'action plus tard, une stratégie, je dirais même, c'est pas juste un plan d'action, mais toute une stratégie pour une réduction efficace et rentable de l'entreprise. D'accord? Donc pour nous, maintenant, on va pas voir la partie plan d'action parce qu'il est planifié au niveau des séances, les deux dernières séances, mais on va d'abord comprendre le calcul beaucoup plus et les scopes et tout ça. On va prendre des exemples également, mais on va revenir bien sûr vers la construction d'un plan d'action, ça veut dire les pistes, les pistes de progrès, les recommandations. Donc, si on se contente de calculer sans décider de changer, on passe à côté de l'objectif climatique. Parce que l'objectif ici, c'est pas de calculer, mais c'est de faire des progrès. Alors, le calcul, il sert à identifier les gros morceaux entre parenthèses de pollution pour savoir exactement là où il faut frapper pour réduire les émissions. Donc, grâce euh, au bilan, on va savoir quels sont les points que nous devons changer pour, bien sûr, réduire les émissions. Alors pour le CO2, le E signifie équivalent. Le CO2 équivalent. Ça veut dire que on est toujours sur une estimation. Donc c'est l'équivalent de CO2 qu'on va émettre pour une activité. Donc on est toujours dans des estimations. Donc l'équivalent, par exemple, si je fais transformer le kilowattheure qui est une énergie, je multiplie par un coefficient et j'obtiens un résultat. Ce que j'obtiens, c'est la quantité équivalente de carbone, la quantité de carbone équivalente à la consommation de cette quantité d'énergie. D'accord? Donc, je prends la quantité d'énergie, par exemple, je dis n'importe quoi, 500 kWh, je multiplie par le coefficient. Ce que j'aurai, c'est euh, la quantité d'émissions carbone équivalente à l'utilisation ou bien à la production de cette quantité d'énergie. Donc, c'est pourquoi on parle de E, ça veut dire c'est l'équivalent énergétique ou bien l'équivalent à une quantité d'énergie de départ. Donc, sinon, ici, pour voilà, tout ce qui est plan d'action,
Je peux vous donner une petite idée à travers quelques exemples uniquement, en attendant d'arriver à la partie élaboration d'un plan d'action. Donc, notamment pour l'électricité, on peut bien sûr travailler sur notre démarche ou bien notre stratégie d'efficacité énergétique, notamment installer, comme j'ai dit tout à l'heure, des détecteurs de présence, passer par exemple aux lampes LED pour réduire la consommation. Donc, il s'agit de réduire la consommation à la source. Pour le transport notamment, on peut optimiser les tournées de livraison. On peut passer, par exemple, à un transport hybride, pourquoi pas. On peut diminuer, en général, l'idée, c'est de diminuer le nombre de litres de carburant ou bien de gasoil brûlé. Également, il faut bien sûr contrôler l'état des véhicules, parce qu'un véhicule qui est très ancien, il va émettre plus de gaz d'échappement. On investit dans la maintenance. Alors tout ça, c'est pour améliorer le transport. On va réduire les itinéraires. On va choisir, par exemple, des fournisseurs qui sont locaux, qui sont proches de notre organisme, pour éviter le transport. Et puis, par exemple, pour les déchets également, le fait de mettre en place un tri sélectif des déchets, ça aide dans votre facture de carbone. Comment ça? Parce que quand je fais le tri sélectif et j'ai un bon système de gestion des déchets internes, ça veut dire que il y a une partie de mes déchets qui va être, oui, détruite tout simplement, mais il y a aussi une partie qui va être recyclée. Alors, vous allez me dire pourquoi ça a une relation avec le bilan carbone. Parce que tout simplement, si je compare entre deux processus ou bien deux procédés de traitement des déchets, un incinérateur notamment dans lequel je fais incinérer des déchets, je vais les mettre en feu. Donc, mon- l'organisme qui me fait le traitement des déchets, il va mettre les déchets en feu. C'est pas la même empreinte carbone ou bien c'est pas le même bilan carbone pour le processus que lorsque, par exemple, je fais un recyclage, je redonne un cycle de vie à ce produit. Donc là, bien sûr, ce que je fais de l'incinération, je consomme également des énergies fossiles, il y a une combustion. Alors, même les procédés, c'est pas juste les produits qui ont un facteur d'émission, même les activités et les procédés, ils ont des facteurs d'émission. Alors, dans ce cas, le fait d'avoir un bon système de tri sélectif, par exemple, si je suis dans une industrie où il y a des biodéchets, je peux faire le compostage des déchets. L'idée, c'est d'éviter en tout cas le méthane produit par les déchets enfouis. Parce que généralement, dans, dans les pays qui n'utilisent pas de bonnes pratiques de recyclage, euh, la grande partie des déchets générés soit par les ménages, soit par les entreprises, s'ils ne sont pas dangereux, bien sûr, ils vont être destinés à l'enfouissement dans des décharges contrôlées, des sites d'enfouissement technique. Mais l'enfouissement des déchets, il va générer du méthane parce qu'il y a une fermentation biologique qui se fait et tout. Alors, je produis encore plus de méthane, le CH4 dont on a parlé. Donc, c'est aussi un gaz à effet de serre. Il y a le carbone dans sa composition. Donc, une bonne, euh, voilà, ou bien les bonnes pratiques aussi de gestion des déchets, ils peuvent aider dans cette anomalie de production du carbone. Alors, on va revenir vers le plan d'action, mais pour le moment, on va passer au titre suivant qui est les périmètres ou bien les scopes 1, 2, 3 et les catégories d'émissions. On a déjà commencé à parler de ça. En tout cas, le scope, c'est le terme historique utilisé par le GHG protocole, qui est bien sûr le pionnier lorsqu'on parle ici de bilan carbone, et aussi le GHG, c'est à l'échelle internationale. Donc, on parle de scope. Alors, le concept de scope, c'est que on a des cercles d'influence. Le scope 1, c'est les émissions directes. Donc, c'est ce que l'entreprise brûle elle-même ou bien utilise elle-même. Donc, je vous ai dit l'autre fois que dans l'ISO 14001, les personnes qui sont familiarisées avec le système de management de l'environnement, l'ISO 14001, au niveau du chapitre 6, dans la planification, on passe par une étape d'évaluation environnementale.
Alors, cette évaluation environnementale, on vous dit qu'il faut prendre en compte la perspective de cycle de vie. Il n'est pas demandé la CV, l'analyse de cycle de vie, ça veut dire on ne vous oblige pas à faire des calculs pour les facteurs d'émission, pour savoir l'empreinte carbone de vos produits, mais on est dans une perspective de cycle de vie. Ça veut dire qu'on doit, en plus des activités sur lesquelles nous avons un niveau de maîtrise, donc je peux maîtriser mes propres activités, j'ai aussi un certain degré d'influence que je peux exercer sur mes fournisseurs, sur mes clients, pour encourager les pratiques environnementales. C'est la même philosophie ici. Donc, on a le scope numéro un, c'est on commence à comptabiliser d'abord les émissions directes de l'organisme qui sont générées par nos propres activités internes. Par exemple, le gaz de la chaudière, donc on fait un inventaire et on cherche des données pour savoir combien de gaz, par exemple, euh, notre chaudière consomme mensuellement. Le gasoil pour les camions, donc pour tout ce qui est transport, bien sûr, ici, je parle du transport de l'organisme qui se fait pour le compte de l'organisme parce qu'on parle d'émissions directes. Le nombre, par exemple, de camions, combien de gasoil on consomme euh, mensuellement, et puis vous avez les fluides, par exemple, de gaz, de la climatisation. Donc, tout ça, ce sont des émissions directes. Alors, si je peux faire analogie, la cheminée de l'usine, bien sûr, la cheminée, c'est juste un terme pour dire que ça sort de l'usine ou bien ça sort de l'organisme en question. Le scope numéro 2, ce sont les émissions indirectes liées à l'énergie. Ça veut dire que c'est l'énergie que l'on achète. Tout ce qu'on va acheter comme énergie, c'est le scope numéro 2. Donc, c'est une émission indirecte, comme l'électricité dont on a parlé tout à l'heure. Moi, je ne produis pas l'énergie électrique chez moi. J'ai pas des turbines, donc je ne fais pas la production localement, mais j'achète l'énergie électrique euh, d'un service national. Alors, ce sont les sources d'énergie qu'on va acheter. Par exemple, l'électricité achetée de l'Office national d'électricité. Alors, ça, la cheminée et la centrale électrique. Donc, qui a la cheminée des émissions ici? Si on peut faire analogie, c'est l'OINE. Alors, mais c'est l'usine qui consomme. Ça veut dire c'est moi qui demande à cet organisme-là de produire de l'électricité. Alors, ça entre dans le scope 2, les émissions indirectes liées à l'énergie achetée. Le scope numéro 3, c'est toute autre émission indirecte. Ça veut dire le reste, tout simplement, des émissions indirectes autres que les énergies achetées. C'est tout le reste de la chaîne de valeur. Par exemple, l'achat des matières premières. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple, voilà euh, je dirais, par exemple, on peut prendre une usine qui utilise un produit intermédiaire qui va acheter de chez un fournisseur. Alors, dans ce cas, l'empreinte de ce produit, parce que c'est moi qui demande si une matière première, si je demande plus de matières premières, ça veut dire que je vais obliger mon fournisseur à produire plus et automatiquement, c'est moi qui incite, bien sûr, à faire euh, évacuer beaucoup plus d'émissions de carbone. Donc, je l'intègre également dans les émissions. C'est tout le cycle de vie. Si vous voulez mieux comprendre, c'est tout le cycle de vie de votre produit, de l'extraction de la matière première jusqu'à l'utilisation et la fin de vie, ça veut dire jusqu'à ce que le produit devient un déchet. Alors ça, ce sont les cheminées des fournisseurs et les cheminées de vos clients. J'aimerais bien aussi éclaircir un point. On parle des scopes 1, 2, 3 selon le protocole GHG, mais il y a une évolution. Donc aujourd'hui, euh, selon l'ISO 14064, je vous ai mis déjà l'ISO 14064 dans le drive des enregistrements. Donc cette norme a fait évaluer la notion.
même si on trouve toujours le langage scope 1, 2, 3, aujourd'hui, on parle de catégories d'émissions. Donc, si vous voulez parler le langage de l'ISO, alors on va parler des catégories. Et il n'y a pas que trois catégories, trois scopes, il y a six catégories, on va les voir, mais c'est le même principe. Alors, faites attention. Pour le bilan carbone en général, on a le scope 1, 2, 3. Mais si on parle de l'ISO, donc on parle surtout des catégories d'émissions qui sont 6. Alors, euh, en général, l'idée c'est que les émissions ne sont pas égales parce que l'entreprise ou bien l'organisme en question n'a pas le même contrôle sur ses activités. Il y a des activités que je peux directement contrôler, mais il y en a d'autres que je ne peux pas maîtriser, mais que je peux quand même, je peux exercer une influence sur mes fournisseurs, sur mes clients. Et dans la partie plan d'action, on va voir quels sont les moyens d'intervention pour les, les, les activités qui n'entrent pas dans notre domaine d'exercice. Voilà, donc j'ai dit que l'ISO 14064, euh, numéro un, comme j'ai expliqué l'autre fois, il y a trois ISO 14064. C'est surtout la première qui nous concerne. Il a évalué depuis de trois scopes à six catégories. Allons. D'accord, donc pour le scope 2, monsieur, c'est l'énergie qu'on va acheter. Ça veut dire il ne s'agit pas d'un d'un fournisseur de matières premières ou bien euh, de services, un prestataire de services, mais il s'agit d'une quantité d'énergie que je vais acheter. Et généralement, c'est de l'énergie électrique. Par exemple, j'achète, donc le scope 2, c'est ce type d'énergie dont j'ai besoin, mais que je ne produis pas à l'intérieur de mon organisme. Par exemple, l'électricité. Je vous donne un autre exemple, autre que l'électricité. Il y a des usines qui utilisent notamment de la vapeur haute pression, de la vapeur froide, par exemple, c'est un autre exemple, c'est pas de la vapeur haute pression, c'est de la vapeur froide, par exemple, à faire circuler pour refroidir un certain procédé. Donc, il y a des organismes qui ont les moyens pour produire cette vapeur froide. C'est une source d'énergie, mais on a d'autres organismes qui l'achètent. Par exemple, s'il y a notamment euh, une centrale de production locale sur un site industriel qui fait la production du froid, donc je peux acheter cette énergie parce que euh, de la vapeur froide, c'est de l'énergie également. Il y a de l'énergie cinétique dedans. Donc, pour faire, par exemple, tourner des machines ou bien autres, je peux utiliser donc la force cinétique et mécanique. Donc, dans ce cas, j'achète de l'énergie. Donc, c'est une source d'énergie qu'on a achetée. Il ne s'agit pas d'une énergie qu'on a produite à l'intérieur, parce que si je la produis, alors ça, c'est de l'émission directe. Il ne s'agit pas d'une matière première, mais il s'agit d'une énergie que je vais acheter. Et l'exemple le plus simple, c'est de l'électricité. Donc, j'achète de l'électricité, automatiquement, euh, je pousse à produire plus d'électricité. Et lorsque je pousse à produire plus d'électricité, donc, je contribue même indirectement aux émissions qui sont générées par les procédés de production de l'électricité. D'accord? Et le reste, toutes les autres émissions, sources d'émissions indirectes, mais qui ne sont pas de type d'énergie achetée, alors ça rentre dans le scope numéro 3, qui est bien sûr tout le reste des émissions indirectes, qui ne proviennent pas d'un achat d'énergie, mais qui proviennent des fournisseurs et des clients lorsqu'ils utilisent le produit. Alors, j'ai dit tout à l'heure que, euh, voilà, donc ça, c'est une petite illustration. Le scope 1, c'est les émissions directes de la source. Voilà. Le scope 2, c'est tout ce qui est indirect, émissions d'énergie, donc l'achat d'énergie et des utilités énergétiques. Et le scope 3, c'est aussi indirect, mais ça concerne la chaîne de valeur. Donc, si je prends par exemple l'achat d'électricité,
il n'entre pas dans la chaîne de valeur directement. Mais si je prends, par exemple, un service de transport et de livraison fait par un tiers, par un prestataire, donc ça entre dans la chaîne de service ou bien la chaîne de valeur. J'ai dit aussi que la méthode a évolué depuis pour être plus précise. Donc, on ne parle plus seulement de trois gros blocs, mais surtout de six catégories, pardon. Donc, c'est la norme ISO qui qui représente aujourd'hui une référence internationale pour la qualification, ou bien plutôt pour la quantification et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au niveau pardon, des organisations, les entreprises, les collectivités, voilà, les villes, tout type donc d'organismes. Et c'est l'ISO qui a fait évoluer donc le nombre des scopes. Alors, on parle aujourd'hui de la première catégorie, ce sont les émissions directes, catégorie des émissions directes, c'est tout simplement le scope numéro un. L'énergie importée, donc c'est le scope numéro 2. L'énergie achetée, importée. Troisièmement, alors c'est le scope numéro 3 que la norme ISO a divisé encore, donc à développer encore en détail. Donc, au lieu de parler d'un scope indirect qui provient de la chaîne de valeur et des services connexes, on parle maintenant de catégories bien définies. Alors, transport en amont et en aval, ça veut dire tout ce qui est transport je ne parle pas ici du transport fait par l'organisme. Parce que si votre organisme a des véhicules qui lui appartient, qui font du transport, par exemple, de marchandises ou autres, alors dans ce cas, c'est les émissions CO2 de cette activité, ils sont directs. C'est la catégorie d'émissions directes ou bien le scope numéro un. Mais là, je parle du transport en amont et en aval. Le transport, par exemple, que le fournisseur ou bien une entreprise spécialisée euh, va faire pour me livrer des produits ou bien pour me livrer, par exemple, des produits, de la marchandise, de matières premières, mais aussi pour le personnel, le transport du personnel. En aval, c'est tout le transport, par exemple, fait par une autre entreprise de livraison ou bien autre. Donc, en général, le transport en amont et en aval, c'est une source indirecte d'émissions en CO2. Et tant que c'est moi qui cherche ce service, ça veut dire que ça entre dans voilà, le cycle de vie de mon produit ou bien de mon service. Automatiquement, je comptabilise ça dans les émissions de gaz à effet de serre de mon organisme. La quatrième catégorie, c'est les produits achetés, les matières premières et les services. Donc tout ça, 3, 4, 5 et 6, normalement, il entre dans le scope 3. L'ISO, il a juste développé et voilà, précisé, il a mieux précisé donc ces catégories pour les prendre en considération. Les produits achetés, les matières premières et les services, utilisation des produits vendus par l'entreprise, notamment si je prends un PC portable, si je prends son analyse de cycle de vie et comment son empreinte carbone a été calculée, ils ont pris en compte également que lors de l'utilisation, j'utilise mon PC, je le branche à l'électricité. Un PC a une durée de vie, donc on peut calculer à peu près la quantité, par exemple, d'énergie électrique qu'il va consommer. Donc, on prend aussi en considération l'empreinte euh, voilà, des produits ou bien des services, surtout pour les produits, parce que c'est des produits qui restent chez le client pour une certaine durée de vie. Donc, on prend aussi en compte les émissions carbone de cette étape-là de cycle de vie. Et la catégorie numéro 6, c'est toute autre source d'émissions euh, que nous ne pouvons pas situer dans les autres catégories. Alors, pourquoi c'est important de lier entre le bilan carbone et l'ISO? Parce que tout simplement, euh, c'est lors de la mise à jour de l'ISO en 2018, pardon, qu'on a introduit un changement majeur dans le langage technique. Donc aujourd'hui, quand on parle
Aujourd'hui, on parle toujours de bilan carbone, mais généralement, on parle surtout de, voilà, des catégories d'émissions. Pardon, les scopes. Donc, anciennement, on parlait des scopes. Aujourd'hui, on utilise toujours le terme. Mais si je veux parler vraiment le langage technique actuel euh, abordé par l'ISO, donc on peut utiliser le terme catégorie d'émission. C'est très important aussi cette évolution. Donc depuis 2018, on demande aux entreprises d'être plus précises pour le classement des émissions en 6 catégories, si bien sûr ils souhaitent d'être, ou bien plutôt être euh, certifiés ISO. Alors sinon, les 6 catégories de l'ISO 14064 numéro 1, on a parlé des émissions directes. Donc, c'est ce qui brûle à l'intérieur de l'organisme. Juste pour, s'il vous plaît, ne pas avoir des ambiguïtés à ce stade-là, parce que je ne dois pas faire, par exemple, lorsque je fais le calcul du bilan carbone, je dois être capable de connaître où faire positionner chaque catégorie de consommation énergétique. Alors, on peut utiliser des critères tout simplement. Pour les émissions directes, alors on parle d'un critère, c'est que l'entreprise, il possède la source de la production ou bien de l'émission. Donc, je possède le procédé ou bien le produit ou bien le service qui fait donc l'émission carbone. Des chaudières à gaz, des cheminées d'usines, des camions appartenant à la société, notamment des fuites de gaz. Si j'ai des gaz à effet de serre, par exemple pour la climatisation, les réfrigérants et ainsi de suite, donc les fuites, ça m'appartient. Pourquoi? Parce que je possède les, les, les installations et les produits qui sont source de cette émission. Si je veux établir un critère pour les émissions indirectes, donc, c'est l'énergie qui est produite ailleurs, mais qui est consommée par l'organisme. Un autre éclaircissement, si vous voulez, pour l'énergie importée. Ça veut dire qu'on a une partie d'énergie qui n'est pas produite chez moi. Moi, je ne possède pas les installations qui produisent cette énergie. C'est une énergie produite ailleurs, mais elle est consommée dans mon organisme. C'est moi qui consomme. On a parlé tout à l'heure de l'électricité, la vapeur par exemple, la vapeur haute pression, la chaleur, le froid notamment. Et l'achat de vapeur, en tout cas, c'est très fréquent en industrie. C'est pas quelque chose qui est qui n'est pas connu, comme l'électricité. Par exemple, on peut imaginer qu'on a une entreprise qui est située juste à côté d'une centrale thermique ou bien d'une autre usine qui produit un trop de vapeur, donc il peut aussi vendre ce trop de vapeur, supplément de vapeur. Alors au lieu d'avoir ma propre chaudière à l'intérieur pour produire la vapeur, donc, ce qui va rentrer dans la catégorie 1, ça veut dire si j'ai ma propre chaudière qui produit la vapeur à l'intérieur de mon organisme, ça, c'est les émissions directes. Mais si j'achète de la vapeur auprès d'une installation thermique ou bien si j'achète le surplus d'un autre industriel d'à côté, alors là, cette vapeur n'est pas produite dans mon organisme, mais elle est importée. Je la consomme, oui, mais ce n'est pas moi qui la fais produire. Donc, c'est ça le critère, si vous voulez, pour faire la distinction entre une énergie directe ou bien des émissions directes et une énergie surtout qui est importée. On a aussi, par exemple, ça, par exemple, l'achat de la vapeur, c'est aussi un moyen pour à utiliser comme une action d'amélioration. Parce que quand j'achète de la vapeur, bien sûr que c'est beaucoup moins si vous voulez, pour l'entreprise, au niveau de l'empreinte carbone, c'est beaucoup moins pénalisant parce que pas de cheminée sur mon propre toit, pas de CO2 que je vais produire directement, mais quand même, je prends ça en considération dans mon bilan carbone. Le froid aussi, notamment si j'utilise un système de climatisation centralisé. Donc, dans certains cas, on peut avoir notamment de grands complexes hôteliers, par exemple, ou bien de grands centres d'affaires, on ne va pas utiliser des climatiseurs individuels. Par exemple, dans les grandes surfaces et ainsi de suite, dans les malls,
on va pas utiliser des climatiseurs individuels, on va plutôt utiliser une centrale de production de froid. Alors, cette centrale de production de froid, généralement, il n'appartient pas à l'organisme, il n'appartient pas à l'hôtel, il appartient au complexe industriel ou bien au complexe en général, au quartier, dans certains pays également. Donc, c'est une énergie que je vais acheter. Donc, c'est comme si je vais acheter du froid, de l'eau glacée ou bien de la vapeur glacée. Donc, c'est pas moi qui produis cette énergie, mais c'est une façon d'acheter et d'importer de l'énergie. Juste pour vous dire qu'il ne s'agit pas toujours de l'électricité. Généralement, c'est de l'électricité, mais il y a aussi d'autres sortes d'énergie que nous pouvons acheter. Alors, pour le transport, c'est toutes les émissions indirectes liées au mouvement en général, soit le mouvement de personnes, soit le mouvement de marchandises et de matières, mais le critère, c'est que les véhicules utilisés n'appartiennent pas à l'organisme. Ça veut dire que c'est un transport soit de personnes ou bien de marchandises dédié par un organisme indépendant de mes propres activités, par un prestataire. D'accord? Exemple, transport de matières premières fourni par les fournisseurs, les livraisons. Je vais confier mes produits à une société de livraison. C'est pas moi qui fais la livraison directement, c'est pas mes véhicules. Les voyages, par exemple, des affaires. Donc, si par exemple on est euh, dans un business et qu'on on se déplace pour des voyages d'affaires, ça aussi, on le comptabilise. Les trajets, par exemple, à domicile-travail des salariés, qui est fait par un organisme tiers. Donc, tout ça, ce sont des émissions de transport en amont et en aval. On a, pour la quatrième catégorie, c'est les produits, les émissions indirectes liées aux produits achetés, c'est-à-dire liées aux achats. Alors là, on peut parler d'un poids carbone de ce que l'on achète pour fabriquer notre produit ou bien pour fournir notre service. Donc, pour un service ou bien pour un produit, j'ai toujours besoin d'éléments en matière d'entrée. C'est pourquoi on a parlé tout au départ du bilan matière, parce que le bilan matière, il permet aussi de comptabiliser, voilà, tout ce qui entre dans l'entreprise sous forme de biens, mais on va aussi rajouter les services sous forme de services. Je vous donne un exemple. Euh, L'achat de matières premières, par exemple, je vais acheter de l'acier, du plastique, du papier. Vous vous rappelez de la taxe carbone aux frontières? Pourquoi ils ont une taxe? Parce que en important chez eux, à l'Union européenne notamment, de l'acier qui provient d'un autre pays, on va faire rentrer une matière dans notre pays. Ça veut dire que cette empreinte carbone de fabrication de cet acier, tout au long voilà, du procédé pour en arriver à de l'acier, alors cette empreinte carbone, elle est comptabilisée dans l'empreinte carbone du pays en question. Alors, c'est pourquoi on a des taxes frontières. C'est pour obliger les exportateurs à respecter ou bien à calculer, à faire baisser leur bilan carbone. Alors, on a par exemple l'achat de services, notamment un service informatique, un service de nettoyage, donc un service qu'on utilise régulièrement. On va aussi calculer et prendre en compte son empreinte carbone, la gestion des déchets, le traitement par exemple par des prestataires. Alors tout ça, ce sont des produits et des services qui sont achetés. Sinon, on va beaucoup mieux clarifier ça à travers l'étude de cas de conserverie de poissons parce que j'ai essayé d'intégrer toutes les catégories pour voir comment on peut faire les calculs. Le critère, en tout cas, c'est que, voilà, tout ce qui entre dans l'entreprise sous forme de biens ou bien de services, et on va aussi le prendre en compte pour calculer le bilan carbone. La cinquième catégorie, c'est les émissions indirectes toujours liées à l'utilisation des produits. Alors, c'est tout ce qui est après-vente. Ça veut dire, le critère dans ce cas, c'est que, en général, c'est ce que déjà le client va émettre en utilisant notre produit vendu.
Alors, on peut dire que le critère, c'est l'impact du produit durant sa vie chez le client. Donc, le produit chez le client, il a une durée de vie également. Alors, cet impact énergétique, euh, ou bien plutôt l'impact sur ces émissions carbone qui peuvent être associées à la phase d'utilisation, et l'autre aussi, parce que c'est nous qui nous ont fabriqués, donc on a fabriqué le produit. Alors, on est quand même responsable également de cette phase de vie du produit chez le client. Exemple, la consommation électrique, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les produits électroniques, comme par exemple une télévision vendue, pour par exemple un carburant consommé pour une voiture vendue. Donc, on vend des voitures. Ces voitures, chez le client, ils vont consommer du carburant, vont émettre des gaz à effet de serre. Alors là aussi, c'est comptabilisé. Et finalement, la sixième catégorie, c'est toutes les autres sources restantes. Ce sont un petit peu des émissions d'exception. Ça veut dire des choses qui sont exceptionnelles. Généralement, la catégorie 6, on ne peut rien, on peut la laisser vide. Il y a rien à rentrer dedans. C'est la catégorie, si vous voulez, pour les sources très spécifiques qui ne rentrent nulle part euh, dans les autres catégories. Je ne peux pas les classer dans les cinq catégories. Donc, ce sont des sources rares ou bien spécifiques pour des secteurs très, très particuliers. Alors, on peut prendre un petit exemple d'application comme ça. D'abord, avant, bien sûr, comme j'ai dit, dans l'étude de cas détaillée, on va voir plus de détails. Mais déjà, au départ, pour mieux comprendre, on peut illustrer ça à travers un petit exemple. Je prends une unité, par exemple, de conditionnement de l'huile d'argan, ou bien peu importe le type de l'huile. C'est juste parce que je suis Agadir, donc l'huile d'argan. Donc, on va faire une unité de conditionnement. Alors, on a besoin, bien sûr, pour un bilan carbone, toujours on a besoin de données d'activité annuelles. Et les données d'activité annuelles, ils proviennent, bien sûr, d'abord d'un suivi préétabli, mensuel, à travers des indicateurs, des fiches à remplir. Donc, on s'engage, tout l'organisme s'engage à comptabiliser les sources d'énergie. Comme ça, vers la fin de l'année, on a les données parce qu'en absence de données, on ne peut rien faire. Donc, on va supposer qu'on a déjà préalablement les données d'activité annuelle, notamment pour la torréfaction des grains d'argan. On utilise du gaz pour, bien sûr, faire fonctionner les machines et les torréfacteurs. Donc, on a ici, par exemple, on va estimer qu'on consomme annuellement 2000 kg de propane. Pardon. Donc, on va consommer, par exemple, 2000 kg de propane qu'on va recevoir dans des citernes possédées par l'usine. Voilà. Donc, on va recevoir dans des citernes qui sont, voilà, possédées par l'usine. Donc là, quand je parle de possédées par l'usine, c'est pour vous dire que c'est une catégorie d'émissions, peut-être directe, on ne sait jamais, donc on ne sait pas maintenant, mais c'est une source d'émissions qui peut être directe en relation avec les citernes ou bien plutôt avec le transport. Sinon, on a 2000 kg de propane, on a l'électricité pour les bureaux et les presses, donc l'éclairage et aussi pour faire fonctionner les presses qui vont faire sortir de l'huile. Donc, on a une estimation de 15 000 kWh en se référant bien sûr aux factures ONE. Ça veut dire ici, on va acheter de l'électricité, le transport et la livraison. On va calculer le nombre de kilomètres effectués par un prestataire externe. Par exemple, on utilise un petit camion euh, d'un prestataire externe qui fait le transport et la livraison des produits. Et on va voir, il a parcouru combien de kilomètres pour les services de livraison. On a par exemple 3000 kilomètres. Parce que les véhicules, bien sûr, ils consomment du carburant. Sinon, l'achat de la matière, par exemple, 5 tonnes d'amandes d'argan achetées
ou coopératives. Donc ça, c'est de la matière première. Et puis, on a les déchets. 500 kilogrammes de coque d'argan et emballage jeté. Alors là, ces déchets, ils vont être confiés pour un prestataire pour faire un traitement externe. Alors déjà, dans l'inventaire, l'idée, c'est que on va suivre les flux, si vous vous rappelez bien des lois qu'on a vues au départ, les flux de matière et les flux d'énergie. Donc, on va comptabiliser ce qui entre à l'entreprise comme matière, comme énergie, et on va rajouter les services également, parce que même le prestataire, pour me réaliser un service de traitement, ou bien de nettoyage, ou bien de transport, il va aussi donc libérer euh, des gaz, ou bien il va libérer du CO2. Alors maintenant, je vais placer ça dans les catégories d'émissions qu'on a vues. Donc la première chose, c'est l'inventaire, comme on a vu. La deuxième chose, c'est le fait de catégoriser ces émissions dans des scopes d'émissions, bien dans les catégories d'émissions, les 6 catégories d'émissions. Alors la première catégorie, émissions directes, si je consulte donc les données ici, je vais trouver que les émissions directes, c'est le propane, parce que c'est fixe. Ça veut dire que l'énergie, je vais acheter du propane, mais l'énergie, elle va être produite à l'intérieur de l'organisme. Donc, on va l'utiliser à l'intérieur de l'organisme. Donc, on a une quantité de propane, de gaz qu'on va utiliser pour générer de l'énergie et pour faire fonctionner les torréfacteurs. Alors là, la transformation, bien, la libération de cette énergie contenue dans le gaz, il se fait à l'intérieur de l'usine. Ce n'est pas comme lorsque j'achète de l'électricité pour faire fonctionner des machines. J'utilise uniquement cette énergie, mais je ne la produis pas. Contrairement ici à l'utilisation de propane, c'est moi qui libère donc cette énergie. Je passe d'une énergie chimique potentielle qui est dormante, comme on a dit l'autre fois, dans les liaisons chimiques, et je la libère pour produire et pour la transformer en énergie euh, mécanique pour faire fonctionner les torréfacteurs. Donc, on a ici la première catégorie, on trouve le propane. La deuxième catégorie, c'est les énergies importées. Bien sûr, ça c'est un exemple simplifié, mais en réalité, on peut trouver plusieurs sources d'émissions directes, plusieurs. Donc, ça va devenir compliqué de plus en plus en pratique. Mais si on ne comprend pas déjà les cas simples, on risque de ne pas réussir les cas complexes. Donc, on a pour les énergies importées l'électricité, entre parenthèses, Maroc, pour utiliser le mix électrique du Maroc notamment. Transport et livraison, donc les frais prestataires. Fret, ça veut dire tout simplement freight en anglais. C'est un mot qu'on utilise pour destiner le transport de la marchandise. Donc, si vous entendez fret prestataire, ça veut dire le transport de la marchandise fait ou bien confié à un prestataire spécialisé dans un organisme qui fait le transport, une entreprise de transport. Pour les produits achetés, on suppose ici qu'on achète uniquement les amendes d'argan auprès des coopératives et puis on a l'utilisation des produits, fin de vie, emballage. Ça veut dire lorsque, pour l'utilisation du produit ici, c'est pas comme les produits électroniques. Un produit électronique, lorsque je l'utilise, ou bien une voiture, pendant sa durée de vie longue, il consomme encore de l'énergie et il produit, et il contribue encore, il ne produit pas directement, mais il contribue encore à la production euh, de CO2. Par contre, ici, de l'huile d'argan, lorsque je l'achète, je la consomme tout simplement. Euh, la seule chose qui reste, c'est le déchet en fin de vie. Par exemple, les emballages en plastique ou bien en verre, c'est la seule chose qui va rester chez le client, donc les emballages en fin de vie. Autre source, donc ici, on n'a aucune autre source euh, identifiée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait l'inventaire annuel, j'ai catégorisé selon les 6 grandes catégories, et puis je vais chercher les facteurs des émissions. Alors, recherche des facteurs des émissions.
En se basant sur la base d'empreinte, l'ADME, qui est l'agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est la référence mondiale francophone. Il donne des facteurs d'émission pour presque tout, les combustibles, les matériaux. Et comme on a dit, le principe, c'est que les combustibles et les matériaux, on part du principe que qu'il y a une loi de la physique qui ne change pas. Donc, les lois physiques, les lois de la thermodynamique, les lois chimiques, ils sont les mêmes partout dans le monde. Mais pour les facteurs qui sont locaux, c'est les facteurs en relation avec l'électricité. On a aussi le mix électrique national. Donc, on cherche. Il faut utiliser les données, bien sûr, de l'Office de l'électricité selon votre pays ou bien de l'AME. L'AME au Maroc, c'est l'agence marocaine pour l'efficacité énergétique. Alors, pour les Marocains, c'est un organisme euh, qui vise à réduire la consommation énergétique du pays en général, mais qui va agir sur plusieurs secteurs, comme l'industrie, le bâtiment. Donc, on parle aujourd'hui de l'efficacité énergétique d'un bâtiment, le transport, l'agriculture. Donc, l'AME, c'est aussi un site que je recommande à, voilà, à fréquenter régulièrement pour voir les nouveautés aussi de notre pays dans le secteur. Et puis les données fournisseurs, parce que le fournisseur, il peut aussi vous donner des informations. Par exemple, imaginez que votre fournisseur d'emballage, c'est un fournisseur qui est déjà engagé, c'est-à-dire qu'il calcule le bilan carbone, il dispose d'un facteur d'émission spécifique pour son propre produit qui est l'emballage. Alors il vous dit, mon emballage, ou bien pour produire un seul emballage, voici la quantité équivalente de CO2 qu'on génère. Alors vous prenez directement ce facteur et vous l'utilisez dans votre bilan. Ça veut dire que si vos fournisseurs euh, emploient ou bien appliquent l'analyse de cycle de vie produit, tant mieux parce que ça va vous aider également dans votre bilan et c'est encore plus précis. Sinon, on peut faire tout simplement, on ne peut que faire des estimations. Alors, généralement, c'est parmi aussi les moyens d'action. Dans un plan d'action, on a, comme j'ai dit, le domaine de maîtrise et on a le domaine d'influence. Alors, parmi les actions que nous pouvons utiliser pour influencer ces domaines qui sortent de notre domaine de maîtrise, c'est qu'on va sélectionner les fournisseurs ou bien favoriser euh, des relations mutuellement bénéfiques avec des fournisseurs qui sont déjà certifiés ISO, par exemple, 16 000, j'ai oublié donc le chiffre, en tout cas l'ISO bilan carbone. Sinon, voilà, on favorise les fournisseurs au moins qui utilisent et qui calculent euh, voilà, le cycle de vie de leurs produits. C'est encore plus précis et ça nous aide dans nos propres calculs. Donc, ce sont des sources, voilà, à consulter. Parfois, on peut aussi consulter tout simplement euh, mais c'est pas toujours recommandé. Donc, les sites scientifiques et tout, il vaut mieux donc chercher dans des organismes qui sont crédibles. Donc, parfois, même les publications scientifiques, on peut trouver de l'information vulgarisée ou bien de l'information qui est déjà obsolète. Alors, toujours dans la recherche des facteurs d'émission, pour notre cas précis ici, on a ici un tableau pour le gaz et le propane. Donc, on a la donnée d'activité, c'est en kilogrammes de gaz. D'ailleurs, ici, il y a une petite remarque, parce qu'on parle ici de gaz. Normalement, quand on parle de gaz, la donnée elle doit être en mètres cubes. Faut faire attention. Mais ici, c'est en kilogrammes de gaz. Pourquoi? Alors, parce que tout simplement, le volume, il est considéré instable. Donc, on va toujours chercher des données, surtout en kilogrammes pour le gaz, par exemple, pour le propane, par exemple, ou bien autre gaz énergétique. Pourquoi? Parce que le volume, il est instable. C'est pourquoi on ne l'utilise pas toujours. Si je parle, par exemple, d'un mètre cube de propane au soleil, il contient moins de matière qu'un mètre cube, notamment de propane à l'ombre, en hiver. Parce que la température, elle change le volume des gaz. Donc, c'est toujours un mètre cube. C'est pas la même quantité de matière.
Sinon, lorsque je parle du poids, le poids, il est invariant. Donc, 1 kilogramme de propane, il va toujours contenir la même quantité, ou bien plutôt le même nombre de molécules, la même quantité de matière. Ça veut dire que je suis sûre qu'il va générer la même quantité de CO2. Mais je peux avoir deux, voilà, 1 mètre cube de gaz dans des conditions thermiques différentes, avec 1 mètre cube de gaz dans d'autres conditions thermiques, ça veut dire que ils ne contiennent pas la même quantité de matière, alors automatiquement, ils ne vont pas générer la même quantité de CO2. C'est juste une remarque parce que vous pouvez par la suite revenir vers le document et dire, mais pourquoi le gaz il est représenté en kilogrammes? Donc, on le représente dans la facturation, pardon, généralement, le propane arrive en citerne et il va être livré par des camions qui pèsent le gaz en tonnes. Ça veut dire que même dans votre facture d'achat, on va vous donner voilà, les données d'activité ou bien la quantité. Il va être en kilogrammes de gaz. Alors, automatiquement, l'unité du facteur d'émission, il va être homogène avec la nature voilà, du flux ou bien du poste énergétique. Ça, c'est automatique. Si vous consultez les sites web dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez trouver que généralement, le propane, son facteur d'émission, il est représenté en kilogrammes de CO2 équivalent par kilogramme. Ça veut dire 1 kilogramme de gaz propane, il va générer 3,02 dans ce cas de CO2. D'accord? Donc, pourquoi ici il faut faire attention aux unités? Parce qu'on doit avoir la même unité en haut que la même unité en bas. Comme ça, on peut réduire les deux unités et il va nous rester donc le CO2 équivalent, ou bien le, le nombre de CO2 équivalent. Donc ici, j'ai pris moi ces valeurs, facteurs d'émission, en utilisant des sources. Je vous ai laissé ici les liens si vous voulez les consulter par la suite. Signification de ce facteur d'émission, quantité de gaz à effet de serre émise par la combustion d'1 kilogramme de propane. La même chose pour l'électricité. Donc, l'électricité, c'est directement en kilowattheure. Donc, le facteur d'émission, lui aussi, vous allez le trouver présenté en kilogrammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Et on a ici le mix électrique marocain, 0,65, quantité de gaz émise pour produire un seul kilowattheure selon le mix électrique du pays. Excusez-moi, donc je dois ici corriger. C'est pas le mix énergétique, mais c'est le mix électrique. Alors, on peut par exemple, vous pouvez par exemple trouver d'autres chiffres pour le mix électrique, comme 0,7, 0,6. En général, il y a quand même une marge selon toujours l'année dont on fait le calcul. Donc, annuellement, généralement, on a une actualisation. Et s'il y a un changement, donc, il faut aussi changer vos facteurs d'émission. Alors, je passe aussi pour les autres, voilà, postes énergétiques. Le frais prestataire, alors là, vous voyez que pour le frais de transport ou bien pour le transport, on utilise le tonne kilomètre. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'on parle du transport, ce n'est pas uniquement question, donc ça c'est une remarque très importante, ce n'est pas uniquement question de la distance parcourue, mais aussi du poids transporté. Donc le poids, je peux dire que, pour vulgariser et simplifier, c'est l'ennemi numéro un de l'efficacité énergétique. Pourquoi? Parce qu'on a le principe de l'inertie en physique, ça veut dire l'effort au démarrage. Alors, imaginez qu'on a un camion. Alors, plus un camion est lourd, ça veut dire il est trop chargé de tonnes de marchandises ou bien de matières premières. Le moteur, automatiquement, il doit fournir plus d'énergie pour le mettre en mouvement. Alors, c'est logique. Si j'ai plus de poids, j'aurai besoin de plus d'énergie. Et si j'aurai besoin de plus d'énergie, ça veut dire que je vais émettre plus de CO2. C'est pourquoi la donnée
si vous allez comptabiliser tout ce qui est transport, il faut chercher les données en tonnes kilomètres. Vous avez par exemple, euh, voilà, également le facteur de la résistance. Donc, c'est pas juste le démarrage. Donc, quand, par exemple, vous avez un camion avec un chargement qui est très lourd, pardon, donc on a besoin de plus d'énergie pour convaincre et faire face aux frictions. Je sais pas comment expliquer ça, mais en physique, en général, en mécanique, lorsqu'on a un véhicule en mouvement, il y a une certaine résistance appliquée par la route, tout simplement sur les pneus en général. Donc là, plus on a plus de chargement ou bien de poids, plus le poids il est lourd, plus le moteur du véhicule il doit faire plus d'efforts, ça veut dire produire plus d'énergie et automatiquement on a plus de CO2. Et c'est aussi question tout simplement de gravité. Par exemple, il faut aussi prendre en considération le fait que si un camion est trop chargé et qu'il doit monter par exemple par une colline ou bien euh, quand même il va faire plus d'efforts, alors chaque kilo supplémentaire, il va demander plus d'énergie fossile pour lutter contre la gravité, les frictions et la charge au démarrage. Donc tout ça, ça explique pourquoi vous allez trouver les facteurs d'émission en relation avec le transport des véhicules. Vous allez trouver euh, l'unité exprimée par tonne fois kilomètre. Alors sinon, ça ouvre aussi, donc en tout cas, euh, ça, ça me ramène aussi à vous dire, par exemple, en utilisant un grand camion pour transporter une grande quantité, c'est beaucoup plus important ou bien beaucoup plus écologique, si je peux dire ça, que d'utiliser par exemple une petite camionnette qui va transporter une petite quantité. C'est toute la contradiction de la chose. Parce que si je vais utiliser une petite quantité à chaque fois, même si le poids, il augmente la consommation énergétique, mais la même chose, si j'utilise des petites quantités que je vais transporter à chaque fois, ça veut dire que je vais augmenter la distance. Alors là aussi, je vais produire plus de CO2. Donc, c'est toute la contradiction. Il reste aux responsables, bien sûr, au niveau de l'organisme, de choisir la meilleure solution, également en prenant en compte les autres contraintes de temps, contraintes d'argent, tout simplement, et du coût du transport. Alors, sinon, la signification de ce facteur, c'est que c'est la quantité de gaz à effet de serre émise pour transporter une tonne de marchandises sur 1 kilomètre. Donc, nous pouvons, par exemple, tester ou bien calculer combien de marchandises on fait transporter par mois et par an. Et par la suite, on va calculer combien à peu près donc de kilométrage qui va être parcouru. Alors, pour par la suite prendre en compte ça dans notre bilan. Achat de la matière. Alors, c'est en kilogrammes de la matière, bien évidemment. Vous avez ici également la source du chiffre, 0,45, empreinte carbone liée à la culture, la récolte et la transformation d'un kilogramme d'argan. Pourquoi, en général, j'ai choisi l'argan? C'était une anecdote lorsque j'ai dit que c'est pour parce que je suis à Agadir, mais aussi pour vous montrer que même pour les produits les plus rares, selon le pays, normalement, les organismes, ils ont des informations, ou bien plutôt, ils ont déjà élaboré, ils ont fait des études pour élaborer une valeur constante que nous pouvons utiliser pour le produit ou bien pour la matière. Alors, dernièrement, il y a les déchets. Donc, données de l'activité, c'est en kilogrammes de déchets. L'unité du facteur, encore une fois, elle est homogène avec l'unité de la donnée. La valeur ici, c'est 0,12. Signification, c'est la quantité des gaz à effet de serre émise par le transport et le traitement et l'enfouissement ou le recyclage d'un kilogramme de déchets. Alors ici, j'aimerais bien
aussi expliquer une chose ou bien faire un petit éclaircissement, c'est que la valeur du coefficient d'émission ici, 0,12, c'est une moyenne pour faciliter les calculs dans notre cas. Mais en réalité, chaque déchet a sa propre, si je peux dire ça, signature carbone. Pourquoi? Parce que les déchets, ils sont différents déjà selon leur nature, ça veut dire leur composition, mais ils sont aussi différents selon la méthode de traitement qu'ils vont subir. Notamment, la nature de déchets, ça veut dire que le potentiel de la pollution, logiquement, il n'est pas le même pour les déchets notamment organiques et le plastique et le métal. Alors, si je prends par exemple les déchets organiques, par exemple les restes des fruits, par exemple dans ce cas les restes de l'argan, donc ils pourrissent tout simplement en décharge, ils vont produire du CH4, le méthane. Et on sait, entre parenthèses, que le CH4, c'est un gaz qui est très puissant, une vingtaine de fois plus que le CO2. Donc, c'est un gaz à effet de serre. Donc, automatiquement, on va trouver que pour les matières organiques, le facteur d'émission, il va être plus élevé. Sinon, pour le plastique, il est stable. Lorsque je vais jeter du plastique dans la nature, il ne va pas dégager donc des émissions. Par contre, son facteur d'émission, il va être lié au processus de sa fabrication initiale. Vous avez aussi le métal, la même chose. Donc, on a des facteurs d'émission qui sont associés surtout à l'utilisation, plutôt à la fabrication de ces métaux. Donc, on a ici euh, une différenciation selon la nature du déchet et selon également les techniques d'élimination et de traitement de ces déchets. Je peux vous donner des exemples. Si on fait par exemple du recyclage, c'est clair que l'impact carbone, il sera très faible parce qu'on fait un recyclage. Donc automatiquement, le facteur d'émission, il va être beaucoup plus moins. Donc on évite de couper de nouveaux arbres, par exemple. Euh, on évite donc en tout cas, d'utiliser une autre source d'énergie non renouvelable et de la gaspiller. Alors ça, c'est un recyclage au lieu d'utiliser par exemple de nouveau du bois pour fabriquer du papier, on va tout simplement fabriquer le papier en faisant le recyclage du carton en déchets. Pour l'enfouissement dans des décharges contrôlées, alors là, on peut dire que l'impact carbone de cette filière, il est moyen jusqu'à élevé, entre moyen et élevé, parce qu'on a dit que la décomposition, donc, il va générer le CH4. Sinon, pour l'incinération, alors l'impact carbone il est élevé. On brûle de la matière, donc automatiquement, on va dégager plus de CO2. Et c'est même donc un dégagement de CO2 qui est direct. D'accord? Donc là, normalement, si je veux donner plus de détails, et ce qui est bien, c'est que pour chaque type de déchet, on peut avoir donc un calcul pour aussi le facteur d'émission, comme nous pouvons utiliser tout simplement des facteurs préétablis qui estiment à peu près voilà la quantité de CO2 dégagée pour chaque type de déchet et pour chaque filière d'émission. Si je veux appliquer par exemple ça à notre cas ici, je peux diviser ou bien catégoriser les déchets au lieu de parler de déchets au terme général. Je peux parler par exemple de coque d'argan. Donc, c'est la matière qui reste lorsqu'on fait la trituration du fruit d'argan. Ça, c'est de la biomasse. Donc, s'ils sont brûlés, on va produire encore de l'énergie. Par exemple, pour faire fonctionner les fours de cette entreprise ou bien de cette usine, au lieu d'utiliser de l'énergie fossile, on va utiliser les déchets d'argan de la biomasse qui restent. Alors, dans ce cas, on a ce qu'on appelle un cycle neutre, ou bien ce qu'on appelle une activité carbone neutre. Si, alors là, c'est une remarque très importante. Si j'utilise de la biomasse, ça veut dire les déchets de l'entreprise, j'alimente les fours comme source d'énergie.
surtout parce que l'argan, donc c'est c'est quelque chose de naturel. Alors là, le bilan, il va être quasiment nul. Pourquoi? Parce que les plantes d'argan, ou bien les arbres en général, ils absorbent du CO2. Donc, c'est un cycle. Donc, il absorbe normalement du CO2, il le dégage dans un processus de euh, photosynthèse et de respiration. Donc, dans ce cas, lorsque j'utilise le carbone, plutôt les déchets en biomasse comme source d'énergie, c'est comme si tout simplement je rejette la quantité de carbone qui va être, encore une fois, con- absorbée par les arbres, à condition de planter des arbres, par exemple, investir dans des projets de plantation des arbres. C'est comme si je vais faire clore le circuit naturel du CO2. Oui, je dégage du CO2, mais j'utilise une source de biomasse naturelle et j'implante des arbres pour camoufler, pour laisser le bilan neutre et nul. D'accord? Contrairement, par exemple, au plastique et aux emballages. Donc, je peux avoir ici, dans les catégories de déchets, du plastique et des emballages. Alors, dans ce cas, on a, bien sûr, si par exemple, j'envoie ces plastiques tout simplement à une décharge contrôlée, alors j'ai un facteur d'émission spécifique pour la décharge qui est généralement 0,12. Si par exemple je fais du recyclage, donc ce plastique et ce papier, je ne vais pas les mettre tout simplement dans une décharge, mais je vais les recycler. Alors dans ce cas, le facteur d'émission il est beaucoup plus bas. C'est entre, euh, pour ne pas dire des bêtises, à peu près 0,02. 0,02, c'est très bas parce que c'est un recyclage. Alors, vous voyez, on a une différence selon la nature du déchet et selon aussi les filières de traitement de ces déchets. On va revenir vers le cycle de biomasse, le cycle de biomasse dans les actions, dans le plan d'action. On parle d'un cycle de biomasse. C'est parmi les moyens que nous pouvons utiliser dans certaines activités pour diminuer l'empreinte carbone ou bien pour diminuer le bilan carbone. Alors sinon, l'étape suivante, remarque, donc utiliser les coques comme combustible pour chauffer de l'eau ou bien torréfier les amandes, c'est une sorte de recyclage interne et c'est une excellente stratégie de décarbonation. C'est pour ça, je vous ai dit qu'on va voir cette partie-là, le cycle de biomasse, dans la partie des solutions, car cela remplace du gaz fossile pour une énergie normalement renouvelable, mais à condition, bien sûr, de planter et investir dans l'implantation des arbres. Et on calcule le bilan. Donc, le calcul du bilan, c'est tout simplement, on va prendre la donnée d'entrée, on va multiplier par la valeur du facteur qu'on a choisi d'une façon rigoureuse en utilisant des sources fiables et le résultat, donc, c'est le calcul de la colonne A et la colonne B. Donc, on fait la multiplication et vers la fin, on va faire la somme. Donc, cette unité, euh, euh, voilà, unifiée vers la fin, ou bien plutôt l'unité, pardon, et le résultat, c'est en kilogrammes de CO2 équivalent. Et le total général de cette entreprise, c'est 18 280 kg de CO2 équivalent générés par la totalité des activités, y compris les activités qui sont indirectes, ou bien les sources d'émissions qui sont indirectes. Alors, je reviens à la question avant de clôturer, s'il vous plaît. Euh, Peut-être, après le calcul, vous allez vous poser la question, est-ce que ce résultat est acceptable? Est-ce que c'est une facture en CO2 qui est élevée ou pas? Donc, on doit avoir une idée quand même. Comment faire positionner l'organisme? Alors, dans ce cas, soit je calcule bien sûr ou bien plutôt soit, pardon, je compare
avec d'autres entreprises similaires, mais le conseil, c'est que généralement, on compare ça avec, pardon, la référence sera la comparaison par rapport à l'individu. Donc, on a en général une règle standard pour donner, par exemple, un ordre de grandeur simple. On estime que 18,3 tonnes de CO2 équivalent va être l'empreinte carbone de 2 à 3 citoyens. Par exemple, on a une empreinte carbone du citoyen marocain. C'est aussi des études qui se publient sur, voilà, on fait la publication par des organismes spécialisés. On estime que à peu près 18 tonnes de CO2 équivalent, c'est l'empreinte carbone de 2 à 3 citoyens marocains, par exemple, voilà, pendant leur- leur durée de vie et pendant, et selon leur mode de vie aussi. Donc, on peut dire également que pour comparer, on peut dire que on peut comparer avec l'intensité carbone. Par exemple, si l'unité produit un très grand nombre de bouteilles, supposons que c'est une usine toujours de l'huile d'argan, s'il produit par exemple 100 000 bouteilles de l'huile d'argan et l'impact c'est de 0,18 kg de CO2 par bouteille, c'est un excellent chiffre. Mais si jamais l'usine ne produit que 1000 bouteilles notamment, et qu'il y a toujours la même empreinte, donc on a toujours le même impact par bouteille, alors là, c'est élevé. L'idée, c'est quoi pour vous résumer? Parce que vers la fin, je pense que je n'ai pas bien fait l'éclaircissement de ce point-là. Pour avoir une conclusion, est-ce que notre empreinte carbone est importante ou pas? Je compare avec, pardon, les données publiées, par exemple, des individus. Donc, un individu, il produit combien? C'est une valeur de référence tout simplement, mais il vaut mieux faire la comparaison par rapport à la production ou bien au nombre de services annuellement réalisés. Donc, je fais tout simplement prendre la valeur et je divise par le nombre de bouteilles, notamment qui ont été fabriquées, pour avoir l'empreinte carbone par produit. Et là, je peux dire, selon la production, est-ce que c'est bien ou bien est-ce que c'est un chiffre qui est élevé? Donc, ça reste tout simplement une comparaison. Voilà que pas juger. L'idée, c'est qu'on ne peut pas juger un bilan carbone sans le total, mais surtout en se basant sur le total, mais surtout sur le ratio par unité de produit. Donc, on va tout simplement calculer le ratio par unité de produit. Alors, le dernier point de la séance, c'est le point de la différence entre, pour clôturer, pardon, cette séance, c'est la différence entre le bilan des gaz à effet de serre réglementaire et le bilan carbone volontaire. Alors, pour, il y a une différence au niveau de l'objectif. L'objectif d'un bilan réglementaire, c'est atteindre la conformité, répondre à une obligation légale. Donc, c'est très important selon le pays de chercher des secteurs où le calcul bilan carbone est une obligation. Sinon, pour le bilan volontaire ou bien pour avoir une certification ISO notamment, l'objectif, c'est d'avoir une bonne stratégie de réduction, réduire sa dépendance aux énergies fossiles et améliorer l'image pour faire par exemple de l'export ou bien gagner de nouveaux prospects. Sinon, le périmètre ou bien les périmètres aussi, ils sont différents. Généralement, pour le cas réglementaire, c'est souvent le scope 1 et 2 qui, qui, qui entrent dans le cadre de la loi. Je parle ici généralement, pas toujours. Ça va dépendre de la loi locale de chaque pays. Mais dans le bilan carbone volontaire, pour des démarches, par exemple, de certification, on doit compléter donc toutes les exigences pour les catégories de 1 jusqu'à 6. Sinon, c'est question aussi de méthodologie. Pour tout ce qui est bilan obligatoire, il faut forcément suivre voilà la méthode ou bien le protocole de l'AME, notamment.
pour obtenir une, une, euh, une reconnaissance que votre bilan est conforme à la réglementation. Bien sûr, il faut respecter la méthode préconisée par les instances réglementaires. Sinon, pour le bilan volontaire, c'est plutôt les exigences de la norme ISO 14064 et également la méthode bilan carbone que je viens de vous expliquer selon l'ADME notamment. La périodicité, généralement pour la réglementation, c'est souvent chaque 3 ou 4 ans, selon la taille de l'organisme. Et pour le cas volontaire, euh, dans le cadre d'une certification, c'est recommandé de refaire le bilan chaque année. Les sanctions, aucune sanction bien sûr dans le cas volontaire, mais bien sûr, si vous avez une certification, vous risquez de la perdre. Pour la réglementation, il y a des amendes qu'on va payer, bien sûr, en cas de sanction. Et finalement, pour la vision, pour le cas obligatoire, euh, donc photo à un instant T pour les statistiques nationales. Ça veut dire que ici, si je respecte la réglementation en vigueur, j'ai quand même une idée sur ma conformité à l'instant T. Donc, ça n'implique pas que l'année prochaine, l'année d'après, je resterai toujours sur les bonnes pratiques. Donc, ça reflète uniquement ma situation à l'instant T. C'est comme une prise de photo. Par contre, pour la certification, il intègre un outil de pilotage, une amélioration continue, une stratégie de réduction de coûts opérationnels aussi. Donc, c'est un système, surtout je parle de l'ISO, un système de management. Ça veut dire que pour les clients, ça donne l'image de la durabilité. Même, par exemple, la préobtention de certificats, il y aura des audits de surveillance de renouvellement. Donc, c'est une approche durable et non pas seulement une amélioration instantanée. Alors, avec ça, je vais clôturer la séance numéro 2. J'espère que tout a été clair, malgré que les informations, il y a beaucoup d'informations pendant cette séance-là. Je vous invite donc à, si vous voulez, revoir euh, voilà, le support du cours ou bien la vidéo et revenir avec vos questions. Donc, notez vos questions et communiquez-les dans notre groupe WhatsApp. Je serai ravie de vous répondre le plus tôt possible. Je vous remercie et la séance prochaine sera la séance de l'inventaire. On va maintenant faire un petit focus. On va zoomer sur l'étape inventaire. Quels sont les outils que nous pouvons utiliser déjà à la base pour faire le bilan énergétique et pour arriver au calcul? Parce que ici, quand on parle de calcul, donc on a des données d'activité qui sont déjà préétablies, mais comment peut-on récupérer ces données pour les utiliser dans le calcul du bilan carbone? Je vous remercie énormément. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et pour la séance 3, Inch'Allah, donc ça va être le dimanche. Voilà, on va rester sur la fréquence. Une fois, on fait la séance. Une deuxième fois, donc on se repose pour aussi se préparer pour les questions. Je vous remercie. Très bonne soirée et à dimanche, Inch'Allah.